Vous avez des doutes concernant le développement de votre enfant de moins de 7 ans? Il ne babille pas à 18 mois. Il ne suit pas du regard. Il ne répond pas à son prénom. Il ne pointe pas du doigt. Ces signes vous questionnent. Levez vos doutes en consultant votre médecin généraliste, pédiatre, PMI, médecin scolaire pour qu'il réalise un repérage et analyse le développement de votre enfant. S'il constate un développement inhabituel, votre médecin pourra vous orienter vers un parcours d'intervention précoce pris en charge à 100%. Et ensuite, ce parcours est assuré par les professionnels de la plateforme de coordination. S'il est enclenché, ces professionnels vous proposeront un premier rendez-vous dans un délai de 3 mois maximum pour permettre à votre enfant de bénéficier d'une prise en charge sur mesure, d'une intervention précoce par des professionnels qualifiés, d'un parcours d'accompagnement simplifié pour réaliser un diagnostic, d'interventions coordonnées avec différents professionnels tels que des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des psychologues. Gain de temps, facilité de suivi et garantie de prise en charge financière, ces plateformes sont des interfaces dédiées pour accompagner les familles dans le diagnostic des troubles du neurodéveloppement chez les enfants de moins de 7 ans. Présentes en Pays de la Loire depuis 2021, ces plateformes existent pour agir au plus tôt. Alors n'hésitez plus, consultez votre médecin dès les premiers signes d'alerte. Retrouvez les adresses des plateformes de coordination et d'orientation sur le site du CRA. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci. Le film est très bien et très explicatif. Vous pouvez bien sûr tout retrouver sur le site du CRA. Avant de commencer, quelques petits éléments pratiques sur notre webinaire qui tiendra son horaire, qui durera 1 heure exactement. Premier élément, vous avez 2 possibilités d'interaction. La première, c'est avec le petit panneau discussion. Et éventuellement, vous pouvez intervenir en levant la main également. C'est les 2 possibilités d'interaction que vous avez. Vous pouvez le faire à tout moment, particulièrement bien sûr dans la partie questions-réponses. Il y aura également pendant le webinaire des petits sondages qui vont apparaître, pas 50 000, hein, 3 uniquement. Vous pouvez répondre ou ne pas répondre. Si vous répondez non, ils disparaissent. Si vous répondez oui, ils disparaissent. Ça n'occupera pas votre écran exagérément. L'ensemble de ce webinaire est enregistré. Les gens peuvent évidemment voir les intervenants et sur la vidéo, mais on ne vous verra pas, vous, normalement, sur la vidéo. Mais enfin, l'ensemble du webinaire est enregistré. Et en même temps, si vous intervenez, on peut éventuellement le voir. Voilà. Je vais vous présenter rapidement ce que le petit film a fait très bien et peut-être même mieux que moi, les plateformes troubles du neurodéveloppement. Elles sont issues de la stratégie nationale autisme dans les troubles du neurodéveloppement. Leur déploiement a commencé il y a à peu près 2 ans et demi pour les premières. Une seule diapo scientifique, mais il en faut une toujours. Un article que j'aime beaucoup, qui date maintenant d'une dizaine d'années, c'est pour dire à quel point on n'est pas dans l'urgence, et qui montre en fait les évolutions d'enfants avec des troubles du neurodéveloppement, ici des autistes, avec des interventions qui sont mises en place et qui montrent les profils d'évolution. Il y en a plusieurs. Vous voyez, toutes ces courbes, c'est le temps qui passe et puis leur fonctionnement sur la gauche, le temps qui passe en bas. Eh bien, on s'aperçoit, et en fait, ce que ça montre, c'est que, plus on agit tôt, plus ça fonctionne, et ça le montre, et il y a de multiples études qui le montrent. Plus le fonctionnement social de départ est bon, plus c'est meilleur à la fin, ce qui est un élément important. Et surtout, et moi je trouve ça le plus important, il existe une catégorie particulière, qu'on appelle les bloomers, qui peuvent s'améliorer excessivement vite dans le cadre de prise en charge précoce. Nous n'avons pas aujourd'hui d'éléments marqueurs qui nous diraient c'est plus cela que cela, donc on ne peut pas anticiper. Donc ça veut dire qu'il faut tous les prendre en charge très rapidement. De mon point de vue, c'est quasiment une urgence médicale, au même titre qu'une tentative de suicide, parce que la trajectoire de vie des patients peut être complètement transformée. Alors, les plateformes de neurodéveloppement fonctionnent toutes un peu de la même façon, et donc Isabelle Berly va nous parler de sa plateforme juste après moi, donc il n'y a pas, enfin juste après, oui, juste après moi, pendant une dizaine de minutes. Mais en gros, c'est accessible aux parents par l'intermédiaire de leur médecin généraliste ou de leur médecin de première ligne, peut-être un pédiatre ou un médecin de PMI, enfin tous les médecins de niveau 1, qui à un moment donné ont une inquiétude, enfin, partagent l'inquiétude des parents, parce que c'est souvent les parents qui viennent et qui sollicitent. Ensuite, la plateforme
coordonne les soins de façon à pouvoir les débuter le plus rapidement possible et les interventions, y compris avant que le diagnostic soit fait, et c'est bien ça l'idée. Hein. Pour s'aider, les médecins de niveau 1 ont 2 outils à leur disposition. Un premier qui est en ligne et qui est un outil de repérage assez interactif, je trouve plutôt bien fait. L'autre, c'est le guide de repérage lui-même qui sert en fait de mode d'entrée à la plateforme. C'est ce document qu'on doit remplir pour faire sa demande plateforme. Et c'est avec ce document, ou en tout cas ce document ayant été transmis, que les parents vont pouvoir être acceptés, enfin en tout cas que les choses vont pouvoir commencer pour eux. Et dernier point, pour vraiment aller vite, tout ça ouvre un nouveau droit sécurité sociale, qu'on appelle le forfait précoce, et qui permet quand même, avec des professionnels avec qui les plateformes ont contractualisé, donc qui respectent les recommandations de bonne pratique, ou en tout cas s'engagent à le faire, il est possible, et ce nouveau droit le permet, que les parents puissent avoir des soins en psychomotricité, en ergothérapie, en psychologie. Pour l'orthophonie, c'était déjà remboursé, sans bourse déliée, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'avance de frais, c'est directement la plateforme, par un circuit un peu complexe, il faut le dire, qui peut directement rémunérer le professionnel, ce qui est une très bonne chose pour les parents. Et à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tous les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles du développement intellectuel, vous avez ici les prévalences à peu près, les troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, les troubles du langage oral, les dysphasies, bien sûr, les troubles du raisonnement logico-mathématique, les dyscalculies, enfin bref, tous les 10, les troubles de l'acquisition des coordinations, les anciennes dyspraxies, et les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que, quand même, les tics et les troubles moteurs, donc le syndrome de Gilles de la Tourette, de fait. Voilà, je vous remercie. Alors, je passe direct. Ah oui, quand même, si les plateformes, il y en a un peu partout maintenant sur le territoire. J'ai fait une capture d'écran hier, donc le déploiement est quand même bien avancé sur le territoire, et en tout cas, il y en a partout sur les pays de la Loire. Les perspectives, c'est l'extension jusqu'à 7 à 12 ans. Poursuivre évidemment l'intégration des niveaux 2 pour les plateformes qui travaillent avec le tissu existant, coordination et orientation, c'est bien qu'il faut coordonner des soins existants, continuer à informer ce qu'on fait et former les niveaux 1, mais sachez qu'il existe un programme qui s'appelle le programme START, dont on pourra vous parler, et une formation TMD pour les internes toutes disciplines, qui permet d'anticiper la formation des nouveaux médecins à venir, qui est en ce moment en construction avec la délégation interministérielle, le MESRI, donc le ministère de la Recherche, et l'UNES, l'Université numérique en Centré, et qui devrait sortir, j'ai eu une réunion l'autre jour, fin d'année scolaire 2023. Je passe la parole à Isabelle Berly, à toute l'équipe de la PCO 49 pour une dizaine de minutes. On a un timing qui est toujours serré avant l'intervention de Julien. C'était pas Pascal Pinault? Non, c'est bon. Bon, d'accord, ok, c'est bon. Bon, bonjour à tous. Donc, Isabelle Berly, je suis pédiatre et donc j'interviens. Mon principal temps d'activité est sur le CAMS polyvalent du Maine-et-Loire et donc également sur la plateforme Troubles du neurodéveloppement du Maine-et-Loire. Donc là, je parle au nom de toute la plateforme. Donc, c'est bien parce que Olivier Bonneau a déjà dit plein de choses de ce que je voulais dire. Donc, comme ça, je vais gagner du temps. Juste pour, c'est déjà été présenté, mais vraiment les plateformes, c'est destiné aux enfants suspects de troubles du neurodéveloppement. Donc, on a déjà dit ce que c'était, mais je voudrais quand même reprendre que dans ce qui est décrit sur les troubles moteurs, parce que c'est quand même le sujet du jour, ce qui est vraiment mis en avant, c'est les troubles à type de troubles développemental de la coordination. Avant, on disait dyspraxie, mouvement stéréotypé, tic. Voilà, donc ce n'est pas non plus l'ensemble de la problématique motrice. Ça, je passe. Et donc, vraiment, les missions générales des plateformes pour les enfants de moins de 7 ans, suspects d'un diagnostic de trouble du neurodéveloppement. Donc, ça veut dire qu'un enfant qui a un diagnostic posé ne relève pas des plateformes. Donc, le but, c'est de mettre en place le parcours coordonné, les interventions précoces, faciliter l'accès au diagnostic, les moyens, on a dit, financiers au travers du forfait d'intervention précoce, mais aussi la coordination et surtout, c'est le partenariat avec l'existant,
que ce soit les structures, les services, voilà, mais également les professionnels libéraux. Normalement, les plateformes interviennent pour 1 an, en se disant qu'une année, c'est un temps suffisant pour poser un diagnostic, parce que vraiment, quand le diagnostic est posé, les plateformes n'ont plus à intervenir. Ça, je vais revenir un petit peu plus. Et surtout, en tout cas, vraiment, je veux dire ça très, très fort, et particulièrement pour le Maine-et-Loire, les plateformes ne sont pas un passage obligatoire pour un enfant suspect de troubles du neurodéveloppement. C'est-à-dire que si dans votre patientèle, vous envoyez un enfant, vous posez cette question-là autour d'un trouble du neurodéveloppement, mais que vous avez vos habitudes de fonctionnement, que vous avez vos référents avec qui ça fonctionne bien, ça ne sert à rien de passer par la plateforme. Hein. Quand les choses fonctionnent bien, il ne faut rien changer. Ce n'est pas comme la MDA, ce n'est pas un passage obligatoire. On n'est pas là pour tout recenser, ça ne fait pas partie des missions principales. Et puis, un élément particulier pour la PCO du Maine-et-Loire, c'est qu'il n'y a pas de consultation médicale. Et donc ça, il y a quand même, c'est une particularité, mais une particularité qui faisait partie en fait de ce qui était demandé initialement. Donc il y en a qui ont fait le choix d'assurer des consultations, mais pas nous. Donc ça veut dire que que ce qui arrive sur la PCO, c'est uniquement un dossier et que de toute façon, il n'y aura pas de consultation sur la PCO. Donc l'idée, c'est sur ce petit schéma, on va dire, c'est le développement neuromoteur normal de l'enfant avec ses acquisitions. Vous voyez un enfant ici, vous vous dites, il y a un petit souci, c'est pas comme on veut. Et donc, le but, c'est de pouvoir mettre en place des interactions, des actions d'accompagnement tôt et de voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va voir qu'on va avoir une amélioration progressive et se rapprocher de la courbe de développement habituelle ou pas du tout? Et donc, c'est si pas du tout que là, on va être vraiment à se questionner sur l'existence d'un trouble avéré du neurodéveloppement. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt de ces prises en charge précoces, c'est ne pas laisser l'enfant sans soins, et même au travers des soins mis, est-ce que ça permet une amélioration et de s'éloigner d'un diagnostic de trouble. Donc, les outils d'aide au repérage, donc Olivier Bonneau vous en a déjà parlé. Alors, ce n'est pas que des outils, c'est que pour adresser un enfant sur la PCO, il est obligatoire de remplir ce formulaire de repérage qui est le même pour toutes les PCO sur le territoire. Alors qui peut être intéressant à utiliser par vous en consultation si vous avez des doutes, parce que ça peut vous donner des éléments pour dire, bah oui, quand j'évalue cet enfant, par exemple, de 12 mois et qu'il y a beaucoup de noms, c'est vraiment suspect d'un trouble du neurodéveloppement. Par contre, clairement, quand nous, on reçoit ces formulaires, franchement, on ne comprend pas du tout ce qu'a l'enfant. Et donc, c'est pour ça qu'on a ajouté à ce formulaire de repérage un questionnaire médical complémentaire que donc soit ceux qui connaissent déjà un peu la PCO ont, soit on vous l'adresse une fois qu'on a reçu ce premier formulaire pour avoir plus d'éléments médicaux et mieux comprendre ce qui se passe. Dans les éléments que l'on demande également avant que le dossier soit traité, c'est un questionnaire. Donc là, c'est notre organisation, c'est la secrétaire de la plateforme qui va téléphoner directement aux familles et donc faire avec elle un questionnaire qui va compléter en fait les éléments que vous aurez transmis et qui vont permettre d'un peu mieux comprendre la situation. Donc, une aide avec ce formulaire d'adressage. Financièrement, il y a une valorisation de la consultation médicale lorsque vous remplissez ce formulaire. Et c'est la seule valorisation qui est faite pour les médecins dans le cadre du parcours PCO. On verra après, vous serez sollicité si vous envoyez un enfant pour faire une synthèse, mais là, il n'y a pas du tout d'indemnisation pour le temps que vous allez y passer. Le parcours, les enfants sont soit repérés par vous, soit ici, là, première ligne, soit ils sont repérés par l'école, la crèche ou un professionnel, par exemple une psychomote, qui va être sollicité et qui dit allez donc voir votre médecin. Et donc, vous, si vous voulez solliciter la plateforme, donc vous remplissez le formulaire d'adressage. Vous l'envoyez à la PCO. Normalement, la PCO a 15 jours pour examiner le dossier. Donc, il faut déjà qu'il soit complet.
On récupère également s'il y a eu des bilans complémentaires, orthophoniques, psychomotes, etc., le maximum d'éléments pour pouvoir le traiter. Par la suite, si à l'examen du dossier, on voit que la situation est complexe et où on se dit que vraiment il y a besoin d'un regard spécialisé et d'un regard d'équipe, on peut d'emblée adresser l'enfant vers une structure partenaire. Donc, partenaire, ça veut dire qu'on a signé une convention de partenariat ensemble, disant que ces partenaires s'engagent à recevoir le plus rapidement possible les enfants adressés par la PCO. Les partenaires, c'est le CAMS, les CMP, CMPP, et dans les textes, des libéraux coordonnés par un médecin, donc il n'y a pas ça dans le Maine-et-Loire. Normalement, les structures ont 3 mois pour recevoir un enfant adressé par la plateforme. Autant vous dire que c'est un petit peu compliqué, parce qu'ils ont plein de priorisations partout. On peut aussi se dire à la lecture du dossier que cet enfant, effectivement, dans ce qui nous est apporté, est suspect d'un trouble du neurodéveloppement et qu'il y a une indication à mettre en place un soin, le petit schéma que je vous présentais tout à l'heure, et que cela va permettre de voir avec l'évolution ce que ça va donner et est-ce qu'on va vraiment vers un diagnostic de trouble. Donc, on peut solliciter des libéraux avec qui on a une convention de partenariat. Ça veut dire qu'ils travaillent d'une façon qui est adéquate avec ce qui est attendu, qu'ils s'engagent à faire des comptes rendus, qu'ils s'engagent à participer aux synthèses que l'on fera pour l'enfant, et puis qu'ils sont d'accord avec le mode de financement dont je vais reparler après. S'ils sont, donc là, c'est un parcours plateforme qui commence. Et donc, la plateforme va éventuellement donc, payer des soins. Donc, c'est que 3 professionnels libéraux qui sont concernés. Donc, psychomotricien, ergothérapeute, psychologue. Mais également assurer une coordination. Et cette coordination, c'est particulièrement la réalisation d'une synthèse qui s'appelle synthèse mi-parcours. Donc, en général, on la réalise au bout de 4, 5, 6 mois d'intervention. Et donc, ça va être en présence des professionnels de la plateforme, du libéral qui intervient, des parents, du médecin adresseur, et puis s'il y a d'autres professionnels dans la boucle. Et donc, le but, c'est on voit comment va l'enfant, où est-ce qu'on en est, quel est l'avis des différents professionnels, et surtout, vers quoi on part. Est-ce qu'il y a besoin de solliciter d'autres professionnels? Est-ce qu'il y a besoin d'adresser vers un lieu qui va permettre, ou un professionnel qui va permettre de poser le diagnostic de troubles du neurodéveloppement? Parce que je redis bien, il n'y a pas de consultation médicale au sein de la plateforme, donc de toute façon, si cet enfant n'est pas suivi par un médecin spécialiste, ce n'est pas la plateforme qui va poser le diagnostic sans voir l'enfant, quand même. Voilà. Et puis donc, de se dire vers quoi on va, est-ce qu'on continue comme ça, et avec toujours en tête l'idée que de toute façon, au bout d'1 an, l'intervention de la plateforme va s'arrêter. Donc, on est dans l'anticipation aussi de l'arrêt du financement. Et puis, au bout d'1 année, il va falloir qu'on voit ce que l'on fait. Est-ce que le trouble du neurodéveloppement est confirmé? Et dans ce cas-là, vers quoi on envoie l'enfant et sa famille, avec l'idée que le fait de poser un diagnostic ouvre des droits, et donc c'était ça l'idée des plateformes, et particulièrement auprès de la MDA, Maison départementale de l'autonomie, et donc éventuellement peut permettre la mise en place de AEH, allocation enfant handicap, et donc prendre le relais pour le financement des séances de psychomote, psycho, ergo. Voilà, ça c'est dans le meilleur des mondes. Ou alors que s'il y a besoin de relayer vers une structure spécialisée, eh bien, vu que ça fait un petit moment qu'on est en attente, eh bien, il y aura la possibilité d'accompagner. Là aussi, il peut y avoir un petit souci. Et puis, il peut y avoir aussi des situations où, avec l'accompagnement mis en place, en fait, l'évolution est favorable et permet de ne pas avoir besoin d'aller vers des diagnostics confirmés de troubles du neurodéveloppement. Et donc là, on est plutôt très content aussi. Nous, on a commencé sur le Maine-et-Loire, ça fait à peu près 18 mois, donc on arrive tout juste à nos premières fins de parcours, et c'est pas si simple que ça, en fait, de terminer un parcours.
voilà, comme ça, on pourra en reparler si vous voulez. En pratique, l'équipe, on est 2 médecins, donc moi, pédiatre, neuropédiatre sur une demi-journée par semaine, Véronique Venel, pédopsychiatre sur un 0,3 ETP, elle a un rôle également de coordination médicale. On travaille dans plein d'autres endroits où ce sont des problématiques comme ça. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on a un double regard, donc pédopsie, neuropède, sur les dossiers et même donc, pendant les synthèses. Donc, c'est très intéressant, complémentaire et on a chacune nos réseaux surtout. Il y a une chef de service, on aura bientôt une coordinatrice, une secrétaire et un assistant social parce que, en fait, dans les situations qui nous arrivent, déjà, il y a un certain nombre de situations où on voit que l'environnement familial est fort fragile et qu'il y a besoin de s'appuyer sur les services d'accompagnement sociaux. Et puis aussi sur la question de l'après, quand il y a besoin de constituer des dossiers auprès de la MDA, pouvoir accompagner les familles dans ces démarches-là. Le portage administratif se fait par le CAMS polyvalent qui est géré par Vive et avec un coportage par le Sésame. Donc, on a fait du partenariat avec tous les collègues du Maine-et-Loire, donc ça, hop, je ne détaille pas. Et donc, juste ce petit tableau, donc, pour parler dessous, quand par exemple, les psychomotes veulent bien travailler avec nous, ça veut dire qu'on peut leur financer un bilan. Et puis ensuite, c'est un forfait pour une année, mais qu'on leur paye au fil de l'eau quand même, c'est pas payé qu'une fois par an. Mais ce sont ces tarifs-là qui sont les mêmes sur toute la France. Donc, il y a des endroits où ça ne pose pas de soucis, des endroits où ça pose beaucoup plus de problèmes. Sur le Maine-et-Loire, ça va. Il y a un gros réseau psychomote. Ça marche bien. Les ergothérapeutes sont très motivés. Donc, c'est très bien. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué avec les psychologues et d'autant plus que c'est arrivé en même temps que les histoires je ne sais plus comment ça s'appelle là, le plan Macron ou je ne sais pas quoi, sur les forfaits avec des psycholibéraux, etc. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué, d'autant plus que le tarif n'est pas très attractif. Voilà, je ne me souviens plus si j'ai encore du temps. Juste très rapidement, tout petit retour. Bon, non, j'ai pas le temps. Hop. Merci. Pascal Pineau va prendre la parole. Bonjour, je vais essayer d'être bref. Beaucoup de choses ont été dites. Je rappelle quelques éléments qui c'est qu'actuellement, effectivement, les plateformes, c'est 0,6 ans. Ça va s'élargir sur 7-12. Et donc, nous avons choisi dans un premier temps de traiter un sujet qui est limite plateforme et qui justement a l'intérêt de dire que les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant, ça commence chez le petit 0, et 0, c'est quand même d'abord l'observation motrice et du tonus. Et en plus, vous découvrirez, Julien Durigneux nous précisera cela, que certains éléments récents ont modifié un peu la stratégie vis-à-vis de l'enfant qui a un trouble du tonus. C'était l'un des intérêts de cette formation. Moi, j'avais pour rôle de vous présenter les outils, mais en fait, c'est les outils que vous connaissez. Je vais partager mon écran maintenant. Il est ici. Voilà. Et donc, les outils que vous connaissez, apparemment, ça ne passe pas. Voilà, pardon. Les outils que vous connaissez, c'est d'abord le carnet de santé, avec être attentif dans le suivi d'un enfant, que j'espère nous faisons de plus en plus, médecins généralistes et pédiatres, pour les examens qui ont été déterminés 2 mois, 4 mois, 9 mois, 24 mois. Il y a une page spéciale, il faut la remplir. C'est pour ceux qui participent au réseau Grandir Ensemble, les documents de référentiel qui concernent les examens à terme pour les prématurés, 3 mois, 9 mois, 12 mois, et ainsi de suite. Et puis, c'est le document à utiliser nécessairement et officiellement, comme vous l'ont dit, et Olivier Bonnot et Isabelle Berly, de la brochure d'adressage, qui a des examens repérés à 6 mois, 12 mois, 18 mois et 24 mois, avec différents chapitres. Bien sûr, à chaque fois qu'il y ait question de troubles du neurodéveloppement, la question de motricité va être à mettre
en relation avec le reste de l'examen. Pour ce qui est du tout petit, tout ce qui est vision, audition et bien sûr l'aspect psychologique par l'intérêt, par l'accroche du regard, tout cela. Donc, l'autre élément, c'était de vous indiquer, Isabelle Berly vous a dit qu'effectivement, les plateformes ne recevaient pas nécessairement tous les enfants. Il n'empêche que petit à petit, vraisemblablement, tout cela va se préciser entre la place de la PCDO et Olivier Benoît vous a bien dit que c'est, à la limite, c'est la question du avant qu'il y ait déjà un trouble du neurodéveloppement. On est bien, si on regarde le document d'adressage, partout les mots qui sont écrits, ce sont les mots de dépistage et de diagnostic précoce, d'accompagnement précoce. Parce que non seulement la pathologie, c'est celle de l'enfant lui-même, mais c'est celle aussi des parents qui font que toute souffrance parentale est plutôt un handicap supplémentaire pour l'enfant qu'un avantage. Donc, effectivement, faire un diagnostic précoce, c'est toujours important actuellement. Et donc, c'est aussi, avant des fois de s'adresser à la plateforme, de réussir à travailler en complémentarité, ce qui se travaille en commission aux unions professionnelles, sur la complémentarité entre le travail du médecin généraliste et du pédiatre, pour que dans certaines situations, on s'interroge, avec la possibilité d'avoir des relations rapides, on puisse, à deux, avec un regard croisé, permettre d'adresser plus facilement, avec plus de certitude. C'est aussi se poser la question, est-ce que par exemple pour le Maine-et-Loire, c'est du moins la question que moi je me pose quand je suis sur le terrain, je dirais, c'est de soit je l'envoie à la PCO, soit je l'envoie déjà au CAMS, parce qu'effectivement, Isabelle vous a bien dit qu'il n'y avait pas de consultation par la PCO, par contre, au CAMS, vous avez d'emblée une consultation. Pardon, là j'ai mis en pratique libérale parce que, je répète simplement un peu ce que vous avez dit, mais effectivement pour la pratique libérale, il y a effectivement une codification spéciale pour la consultation d'adressage, et le conseil, c'est que quand vous êtes en consultation, que vous avez au cours du suivi un enfant qui pose problème, enfin pour lesquels les parents vous interrogent, si vous avez le plus simple, et c'est recommandé, de faire une consultation spécifique pour cela. Je vous montre juste que le dossier d'adressage, si ça marche, pardon, c'est pas marché. Non, ça va marcher. Eh bien, ça a marché l'autre fois, mais là, ça ne marche pas. Bon, ben, c'est pas grave. C'était pour vous montrer. Alors, c'était pour vous montrer. Non, ça ne marche pas. Bon, ben, c'est pas grave. Donc, les différents éléments, c'est ça. Et c'était de vous dire que, effectivement, si vous êtes sur le site de l'URML, vous avez un tableau qui vous incite à faire un travail de coordination, je dirais même avant d'adresser à la PCO pour tout trouble du neurodéveloppement. Voilà, j'arrête ici sur les différents outils que vous connaissez tous, et je vais laisser la parole à Julien, qui est le médecin praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire en service de neuropédiatrie, qui s'occupe des pathologies neuromusculaires du nourrisson et de l'enfant, et qui s'en occupe également au Capucin. Julien, tu as la parole. Merci. Merci Pascal. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis neuropédiatre. Je travaille à mi-temps en neuropédiatrie au centre des Capucins, et donc je vais vous présenter alors. Toc. Voilà, normalement on est bon. Et donc ma mission peut-être aujourd'hui va un petit peu dépasser le cadre du PCO, et plutôt de vous donner quelques outils pour savoir quels enfants il faut rapidement adresser aux spécialistes, et notamment à l'hôpital, et puis quels enfants pour lesquels on peut se donner un petit peu de temps et adresser à vos réseaux habituels, voire solliciter le PCO. Mais vous verrez que finalement, c'est des situations peut-être pas les plus fréquentes, au moins chez le petit. Donc, le contexte, Pascal l'a tout à fait signalé, c'est-à-dire que sur les premiers mois de vie, les compétences qu'on demande à un nouveau-né, à un nourrisson, sont essentiellement sur le plan motrice. Et donc, l'enfant va acquérir des compétences, effectivement, essentiellement sur ce plan-là, même s'il y a également des éléments sur le plan de l'éveil, mais ça va être le signe d'alerte. Et ça peut être un signe qui peut, si on a un décalage sur le plan moteur, évoquer bien évidemment une anomalie périphérique, une maladie du muscle, du nerf, mais également une anomalie centrale
avec éventuellement un enfant qui évoluera vers une déficience intellectuelle. Et donc, c'est quelquefois difficile de faire le tri au tout départ et dans les premières semaines de vie notamment. Je vous rappelle très rapidement les grands axes et quelques repères que je pense vous avez déjà, mais c'est jamais négatif de faire quelques rappels. Donc, la tenue de tête à 3 mois, la tenue assise avec aide à 6 mois, la tenue stable à 9 mois, tenue debout à 12 mois et la marche à 18 mois. Ça reste toujours un âge relatif, bien sûr, que tous les enfants qui ne marchent pas à 18 mois n'ont pas des difficultés neurologiques sous-jacentes, mais c'est bien d'avoir quelques repères. Donc, comment on fait pour avoir un diagnostic positif dans ces cas-là et quels éléments vont pouvoir vous aider à vous orienter? Déjà, toujours faire attention aux conditions de l'examen. Est-ce que vous voyez cet enfant pour un autre contexte? Est-ce qu'il est malade? Est-ce que vous le voyez pour une otite? Et effectivement, il faut faire attention à ce moment-là au tonus de l'enfant et donc ne pas hésiter à renouveler l'examen. Et vous le verrez, pas forcément le renouveler dans 1 mois ou dans 3 mois. Quelquefois, il faut le renouveler de manière précoce. Chez les enfants qui sont nés prématurés, bien évidemment, attention au terme. Un enfant qui est né 3 mois en avance, on considère son tonus en lien avec son âge corrigé, donc l'âge en fonction de la date à laquelle il aurait dû naître. Donc, typiquement, un enfant qui est né prématuré 3 mois à l'avance, lorsqu'il a 3 mois, il est censé avoir un tonus d'un nouveau-né. Et puis, bien faire attention à la répartition du manque de tonus. Donc, sur le plan axial, la tenue de tête, la tenue de tronc, les mouvements des 4 membres. Est-ce qu'on a une résistance ou pas à l'étirement des membres, sans oublier la face. Dernier élément important, et un des messages notamment que je souhaite vous faire passer, c'est que dans tous ces éléments qu'on parle, de tous ces diagnostics de troubles du neurodéveloppement, l'examen neurologique, il est normal. On n'a pas d'anomalie de l'examen neurologique et ça, c'est un signe important. Si vous avez une anomalie de l'examen neurologique, il faut un avis spécialisé et là, clairement, la PCO n'est pas la plateforme adaptée pour cet enfant. Alors, comme toujours, des notions d'interrogatoire. Est-ce qu'il y a des antécédents dans la famille? Comment s'est passée la grossesse? À quel terme est né l'enfant? Comment s'est passé l'accouchement? Ça, c'est des éléments qui sont importants pour interpréter un tonus de l'enfant. On évalue sa force avec tous les outils qu'on peut avoir en regardant bien la répartition, comme je vous l'ai déjà dit, en faisant attention à la mobilisation au niveau du visage, mais aussi au niveau des muscles respiratoires. Est-ce que cet enfant a une espèce d'encombrement chronique qui pourrait être un signe d'atteinte des muscles respiratoires? On note aussi la variabilité. Est-ce que globalement, cet enfant a un tonus satisfaisant? En fin de journée, il a tendance à perdre un peu de tonus, la variation sur les semaines et bien sûr la trajectoire d'évolution. Est-ce qu'on a plutôt un enfant qui a tendance à régresser, qui a acquis des choses ou qui est plutôt en progression? Un élément qu'on peut retrouver également, c'est une amyotrophie. Est-ce qu'on a l'impression que les muscles ont eu du mal à se développer? Et ça, c'est un signe en faveur d'une atteinte périphérique, du nerf ou du muscle. Et peut-être l'élément qui me paraît le plus important pour vous, c'est les réflexes. Le réflexe d'un nouveau-né, d'un nourrisson, c'est très facile à obtenir. Si vous avez du mal à l'avoir, et c'est très simple normalement, c'est déjà un signe d'atteinte périphérique et notamment une atteinte des nerfs. À l'inverse, si vous avez des réflexes qui sont franchement vifs, c'est que vraisemblablement, il a une atteinte centrale. Et là encore, il faut adresser cet enfant pour un avis spécialisé. Quelquefois, lorsque l'hypotonie est majeure, on peut avoir du mal à retrouver les réflexes, mais je vous le redis, c'est vraiment très très simple de taper les réflexes et n'hésitez pas à le faire chez vos nouveau-nés, chez vos nourrissons, y compris chez vos enfants qui viennent pour autre chose, pour lequel vous n'avez pas d'inquiétude sur le plan moteur. Ça vous permettra d'avoir quelques références lorsque vous aurez besoin de le faire de manière un peu plus importante. Alors, quelles urgences? Il n'y a jamais une urgence vitale à adresser à un enfant en neuropédiatrie, mais ce qui me semble important, et c'est ce qu'on avait échangé avec Pascal Pinault, c'est de vous donner quelques éléments, puisqu'il y a une évolution sur certaines maladies, et l'important pour vous est de ne pas passer à côté d'une maladie traitable. Et donc, depuis quelque temps, on a des traitements qui sont disponibles pour certaines maladies, notamment pour la myelomyotrophie spinale. Et là où c'est difficile, c'est que ce qui vous paraît plutôt rassurant pour vous, c'est-à-dire un enfant qui a peut-être, en tout cas, ce qui vous inquiète finalement normalement, c'est-à-dire qu'un enfant qui a un trouble du tonus, mais qui a un bon éveil, un bon contact, qui sourit, qui jase,
vous dire bon, je vais plutôt me laisser un petit peu de temps parce que cet enfant, il me fait une bonne impression, eh bien, c'est là où moi, il m'inquiète. Parce que ça, c'est vraiment un élément en faveur d'une maladie neuromusculaire et plus particulièrement de la myotrophie spinale infantile. Et cet enfant, il peut bénéficier actuellement de nouvelles thérapeutiques, notamment d'une thérapie génique. Et comme les interventions précoces, comme M. Bonneau nous l'a très bien montré, en termes de thérapeutique, là encore, si on le met très rapidement, cet enfant va avoir un pronostic fonctionnel et éventuellement vital très nettement amélioré. Cette maladie est une atteinte des motoneurones de la corne antérieure de la moelle et l'une des phrases qu'on dit souvent, c'est que chaque semaine, voire chaque jour, on perd des motoneurones et donc il y a une perte de chance assez importante chez ces enfants s'ils ne sont pas adressés assez rapidement. Alors là encore, les deux éléments principaux chez cet enfant qui vous paraît manquer de tonus, c'est la recherche de réflexes. L'absence de réflexes est très évocateur de cette maladie. Et est-ce que cet enfant a des mouvements spontanés des membres suffisamment satisfaisants ou pas? Donc, typiquement, chez l'enfant de 0 à 6 mois, les conditions pour lesquelles on pourrait se poser des questions, c'est effectivement soit cet enfant n'a jamais acquis la tenue de tête, ou alors il l'a acquise et il l'a perdue. Là, très honnêtement, si on a une régression, il faut s'inquiéter. Et donc, on tape les réflexes. Normalement, ils sont vraiment très faciles à retrouver. S'ils sont absents ou au moindre doute, dans ce contexte-là, il faut l'adresser en neuropédiatrie. Si vous avez des fasciculations de langue, je vais vous montrer une vidéo. Là encore, il faut l'adresser. C'est très évocateur de cette maladie. Et donc, les fasciculations de langue, ce sont ces espèces de tremblements qu'on a sur les bords latéraux de la langue, qui peuvent être présents un petit peu partout. Je vous la remets peut-être parce qu'elle est passée un peu vite. Et donc, si vous retrouvez ce signe-là, typiquement, on est en faveur de cette maladie. Alors, l'exemple d'un tout petit qui a à peu près 3 mois, 4 mois, typiquement, cet enfant, il va bien. Vous voyez, il a un bon relevé de tête, il a une bonne gesticulation des 4 membres. Celui-là, il ne doit pas vous inquiéter, on est d'accord. En comparaison, un enfant qui a une maladie neuromusculaire, et plus particulièrement une amyotrophie spinale, il va avoir une hypotonie majeure, très peu de mouvement, une amyotrophie au niveau des bras, et puis comme vous voyez, une déformation thoracique. Et pour autant, notamment sur cette photo-là, vous voyez que c'est un enfant qui a un éveil tout à fait satisfaisant. Juste pour vous informer, j'ai coupé le son sur les vidéos. Donc vous voyez que cet enfant qui a à peu près 2-3 mois, il a très peu de mouvements spontanés. Il a même déjà une position altérée de sa main. Et vous voyez que ce soit au niveau des 4 membres, on a vraiment très très peu de mouvements. Alors qu'à cet âge, comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente, on doit avoir des mouvements satisfaisants. Je vous remets un petit peu la vidéo. On peut deviner, même si elle est floutée, que cet enfant, il a plutôt un bon éveil, qu'il a effectivement des bonnes mimiques. Alors, on ne le voit pas complètement, forcément, mais vous pouvez me croire. Et donc, cet élément-là, qui, à mon avis, peut-être serait rassurant pour vous, doit vous inquiéter chez ce petit qui a moins de 6 mois. Si vous avez un doute, cet enfant, il ne faut pas le revoir 1 mois après. Comme je vous l'ai dit, en 1 mois, il peut s'être dégradé de manière importante. Si vous voulez le revoir, revoyez-le à 1 semaine. Si vos réflexes sont présents, mais qui sont vifs, que vous avez un contact moyen, clairement, on est plutôt dans le cadre, a priori, peut-être en tout cas d'une déficience intellectuelle. Et à ce moment-là, l'urgence, elle est relative. On n'aura pas de traitement pour ce patient et on peut se donner du temps. Les causes de déficience intellectuelle sont souvent malformatives ou génétiques et on n'a pas de traitement dans ces cas-là. Et dans ce contexte, vous pouvez tout à fait vous laisser un petit peu de temps. Comme je vous l'ai dit, sur le plan moteur, ça peut être effectivement l'un des signes d'appel finalement d'un retard plus global. La deuxième situation, l'enfant est un peu plus grand, il a entre 6 mois et 18 mois. Bien évidemment, il a tenue assis ou pas, elle peut être perdue, et puis c'est la tenue debout qui peut être également non acquise. Là encore, toujours la même chose, comment est son éveil? Est-ce qu'on a un début de babillage? Est-ce qu'on a un langage? Parce qu'on ne peut pas réfléchir sur une atteinte de la motricité sans savoir comment se passent les autres domaines de compétences et de développement. Le signe simple, toujours les réflexes. On est moins inquiet, on peut se donner un petit peu de temps. La maladie, s'il a une maladie neurologique, est sans doute un petit peu moins sévère et on peut le revoir. On n'a pas besoin de l'adresser de manière très rapide. Tout de même, il faudra sans doute avoir un avis spécialisé. Et là, dans ce cadre-là, clairement, sans doute, la PCO n'est pas le plus adapté. Si vous avez l'absence de réflexe, si vous
des arguments pour dire qu'il a une maladie périphérique, il y a peu de mouvement, vous pouvez l'adresser à moi-même dans le service de neuropédiatrie. Cet enfant un peu plus grand, qui a, on va dire, 5-6 mois, vous voyez qu'il a un tonus tout à fait satisfaisant, la tenue assise est bien correcte, il a de bonne mobilisation, il relève bien sa tête, lorsqu'on le tient, il pousse bien. Là, clairement, on n'est pas inquiet sur sa motricité. Un enfant plus grand qui a également une maladie neuromusculaire, vous voyez tout de suite le contraste. Les mouvements sont très pauvres. Il y a un petit peu plus de mouvement que l'enfant qui avait une maladie neuromusculaire précédente, mais ça reste très, très pauvre. Et là encore, ça, c'est des signes qui doivent vous alerter et le faire adresser en service spécialisé. Autant, vous voyez qu'il y a tout de même une possibilité de relever un peu des jambes, mais ça reste tout à fait pauvre. À cet âge, il devrait pouvoir tout à fait relever la tête lorsqu'on le suspend dans cette position. Pour l'enfant encore un peu plus grand, 18 mois, 2 ans, donc typiquement, c'est la marche non acquise. Et alors là, il y a beaucoup de situations où finalement, la marche non acquise n'est pas très inquiétante. C'est d'ailleurs la plupart du temps le cas. Le seul élément qui doit vous faire vous inquiéter, là encore, c'est les réflexes. Si on a une maladie périphérique, notamment une amyotrophie spinale, les réflexes seront absents. Et comment se débrouille-t-il sur le plan de l'éveil et du langage? Dans ce cas-là, notamment si c'est vraiment sur un retard de marche isolé, éventuellement, on pourra faire un avis à la PCO si on n'a vraiment pas d'argument pour une atteinte neurologique. Je pense que c'est une situation où on pourra être sollicité en se laissant bien sûr un peu de temps. Autre situation qui me paraissait important d'évoquer avec vous, c'est l'asymétrie motrice. On n'est pas latéralisé avant l'âge de 6 ans. Un enfant qui vient, dont les parents vous diraient « Oh là là, il est droitier, je suis sûr, il a 2 ans, mais déjà il est droitier », ça doit vous inquiéter, en tout cas ça doit vous alerter. La latéralisation, c'est à 6 ans, et donc s'il est déjà latéralisé avant cet âge-là, deux possibilités. Soit on a une atteinte du système nerveux central, on a ce qu'on appelle une paralysie cérébrale avec un AVC périnatal ou anténatal qui est la première cause de handicap moteur de l'enfant. Et à ce moment-là, vous aurez des réflexes vifs, un syndrome pyramidal hémicorporel. Typiquement, ça peut être un enfant qui, à l'âge d'acquisition du 4 pattes, va avoir un appui sur un des membres supérieurs qui est un petit peu altéré. Donc, pas hésiter à poser ces questions et à regarder comment l'enfant se déplace. Et vous pouvez aussi, pour les enfants plus petits, avoir une atteinte du plexus brachial avec une atteinte périphérique et des réflexes abolis. Là, sur ces situations-là, clairement, il faut demander un avis spécialisé et la PCO n'a pas sa place dans ces situations. Je vais, pour les enfants un peu plus grands, vous rappeler peut-être quelques éléments qui vous permettent de vous orienter. Donc, pour l'enfant de 2 ans, il doit commencer à avoir un équilibre satisfaisant. Les chutes doivent être de moins en moins fréquentes. Il doit commencer à courir. Il peut monter et descendre les escaliers, en général pas encore en alternant. Il peut taper dans un ballon. Et au niveau de l'appréhension, il commence à prendre un crayon. Il peut ouvrir une porte et dévisser un couvercle. Si vous avez des cubes, vous pouvez lui faire aligner 3 cubes et voir comment il se débrouille avec ceci. Il doit pouvoir commencer à faire une tour de 6 à 8 cubes. À 3 ans, on commence à monter et descendre les escaliers en alternant. On peut tenir sur un pied et la course est plus rapide et plus coordonnée. On commence à pédaler. L'appréhension se précise avec une vraie prise de crayon tridigitale. On commence à s'habiller seul. On peut utiliser des outils préscolaires comme les ciseaux et la tour, elle est un petit peu plus importante. Au niveau du graphisme, on commence à faire des figures géométriques simples et on peut commencer à dessiner des bonhommes qu'on appelle têtards, comme sur cet exemple, même si je n'ai pas mis les yeux, avec un bonhomme sans tronc. 4 ans, le graphisme se précise, on peut faire un carré, une croix. On commence à avoir un bonhomme un peu structuralisé, on se lave les mains et le visage seul. Et à 5 ans, on saute à cloche-pied. On tient sur un pied les yeux fermés et on est capable de marcher sur la pointe des pieds et on peut commencer à pédaler, à faire du vélo. Le graphisme se précise, on colorie une image, on fait un triangle. Donc ça, c'était des éléments pour les plus grands pour pouvoir vous repérer. Et donc, globalement, lorsqu'on a un décalage moteur au-delà de 5 ans, l'élément principal est la trajectoire développementale. Donc, est-ce qu'on est dans une situation où on a un décalage, mais qui est un décalage ancien et qui est plutôt stable? Est-ce qu'on est chez un enfant qui a acquis
certaines compétences qui sont complètement stables. Donc ça, cette situation de stagnation doit vous inquiéter. Et pire encore, si on a une régression, là, il faut l'adresser pour un avis spécialisé. Et l'autre élément qui est important, c'est bien évidemment les domaines de développement sont interconnectés. Et lorsqu'on a un enfant qui a un retard sur la motricité globale, on doit bien sûr vérifier comment sont les autres domaines et s'assurer, ou en tout cas avoir des éléments pour savoir si on a un retard isolé sur la motricité ou si on a un retard global qui oriente plutôt vers une cause de déficience intellectuelle notamment. Alors finalement, il y a peu de situations où on a un trouble de motricité fine isolé chez l'enfant de moins de 2 ans, donc je pense que ce n'est pas trop une problématique qui vous sera, auquel vous serez confronté, mais par contre, c'est des éléments qu'on peut retrouver tout à fait vers l'âge de 2 ans ou au-delà de 2 ans, et là où effectivement la PCO peut tout à fait avoir sa place et où on peut avoir des premiers cibles d'enfants qui ont par exemple des troubles de développement de la coordination ou des éléments en faveur de troubles plus globaux comme des troubles pseudo-autistiques ou autistiques notamment. Alors, attention aux régressions, je vous l'ai dit. Et donc, pour vous orienter, toujours des éléments assez simples. Est-ce que ça touche uniquement la motricité? Comment est le développement de manière générale? Comment sont les réflexes? Et si vous avez des arguments pour dire que tout le reste va bien, que c'est uniquement la motricité, clairement, cet enfant, il vous semble qu'il manque de force, le seul élément biologique qui est intéressant à faire, c'est le dosage des CPK, qui, s'ils sont augmentés, sont un argument assez fort pour dire qu'il y a une maladie musculaire sous-jacente. Donc, je terminerai par vous dire que l'élément principal pour moi est d'adresser les enfants qui doivent bénéficier d'une prise en charge urgente, et j'espère que je vous aurai convaincu qu'un enfant tout petit qui a un franc manque de tonus, il faut me l'envoyer, notamment s'il n'a pas de réflexe et surtout s'il a un bon contact, qu'il ne faut pas attendre pour les revoir. Et donc, un enfant de moins de 6 mois, s'il vous inquiète, moi, je propose de le revoir une semaine après. Pour les plus grands, 1 mois après, mais pas attendre l'examen systématique 1 mois, voire 3 mois après, qu'il n'y a pas de latéralité avant l'âge de 6 ans et que pour les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, par définition, ils ont un examen neurologique normal et on peut se laisser le temps, même si la prise en charge précoce est importante, mais en tout cas, on peut se laisser quelques semaines. Et bien sûr, de vérifier s'il a un développement harmonieux ou disharmonieux. Au moindre doute, vous avez mon mail, le numéro de téléphone de ma secrétaire, plus spécifiquement pour les départements de l'Est de la région, donc Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne. Pour ceux de l'hémi-région Est, c'est plutôt l'équipe de Nantes où je vais laisser le numéro à qui il faut les adresser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julien. Merci, c'était très clair, bien dans les temps. Alors là, il n'y a pas à dire. C'était parfait. Peut-être prendre quelques questions, c'est peut-être le moment, n'hésitez pas. On a répondu déjà, Isabelle Berly l'a fait pour les CAMS, et c'était en rapport avec les PCO. Ça s'additionne aux CAMS, mais ça ne se substitue pas aux CAMS. D'ailleurs, les CAMS sont très souvent, en fait, ça a été conçu, ces PCO, pour qu'en majorité, ce soit des CAMS qui soient porteurs ou coporteurs. Donc, ça n'a pas été vraiment le cas totalement dans la région Pays de la Loire, mais sinon, dans le reste de la France, c'est beaucoup le cas. Il y a de tout, comme porteurs, des associations, des structures sanitaires, mais les CAMS sont vraiment partie prenante. Donc, ça ne se substitue pas et ça n'est pas amené à faire une disparition du CAMS. Alors après, selon les difficultés locales ou les situations locales, il peut y avoir des particularités, mais ça n'a pas vocation à se substituer. Peut-être d'autres questions, plus spécifiquement sur la présentation. Attendant qu'il y ait des questions, moi je me permets, par rapport au fonctionnement de la PCO 49, là, en ce moment, on reçoit de plus en plus de dossiers où en fait, donc vous les médecins, vous repérez des enfants qui sont petits, ils ont moins de 2 ans, ils ont tout juste 2 ans, et il y a plein de signes d'alerte. Et il n'y a pas d'autres médecins que vous dans la boucle. Et en fait, du coup, tout cela, on les réenvoie vers des consultations spécialisées neuropédiatriques, alors beaucoup vers le CAMS. Mais enfin voilà, je redis, pour faire écho aussi à ce qu'a dit Julien, il y a vraiment besoin d'une observation, d'un examen clinique un peu spécialisé. Et ça, vraiment, la plateforme ne le fait pas. Donc, voilà, je me permets de le redire. C'est aussi l'un des messages qui était de dire qu'entre médecins généralistes et pédiatres, la notion de regard
est d'accord, avant d'adresser une structure, ça peut être utile. Alors, il y a un participant qui a levé la main. On peut lui donner la parole, mais moi, je ne le vois pas sur mon écran. Voilà. Claire. Oui, bonjour. Claire Coetil, donc je suis médecin généraliste. Je voulais qu'on parle un peu de la thérapie génique dans la myotrophie spinale infantile, parce que je ne connaissais pas du tout ce genre de traitement. Je voulais savoir ce qu'on pouvait en attendre. Vous avez 1 heure encore ou... Non. Moi, si vous me lancez sur le sujet, je peux vous faire tout l'après-midi, mais non, mais dis-nous en quoi c'est révolutionnaire par rapport à ce qui existait, ne serait-ce qu'il y a quelques années. Clairement, pour vous dire des infos, probablement qu'on ira, je pense, d'ici quelques mois à même un diagnostic prénatal ou pas prénatal, un diagnostic périnatal à la naissance de cette maladie et que les enfants qui sont atteints ont bénéficié de ce traitement parce que clairement, il bouleverse complètement l'histoire de vie de ces enfants qui, pour les formes précoces, décédaient tous avant l'âge de 18 mois, 2 ans grand max. Donc oui, la thérapie génique peut sauver ces enfants. Après, c'est là où mon propos, je pense, est le plus important. C'est-à-dire que ces enfants, si on fait le diagnostic un tout petit peu trop tard, ils ne vont pas récupérer ce qu'ils ont perdu. Donc si ils bénéficient de la thérapie génique, mais que déjà ces motoneurones ont disparu, ils ne vont pas revenir, ces motoneurones. Et donc, c'est tout l'intérêt d'adresser rapidement les enfants qui vous inquiètent. Et j'espère vous avoir donné les clés pour savoir qui doit vous inquiéter. Merci beaucoup. Merci pour cette question, Claire, parce que j'avais aussi relevé cette histoire. Moi, je n'étais pas très au courant, je dois le dire. Et c'est vrai, non, parce que très souvent, moi, je fais partie de la génération qui pensait que la thérapie génique allait révolutionner la médecine, et ça n'a pas été tout à fait le cas, il faut le dire. Hein. Quelques traitements dans l'œil, quelques traitements dans des pathologies très spécifiques. Mais là, ça ouvre quand même des perspectives. Et évidemment, bien sûr, évidemment, avec des traitements précoces, puisque une fois que le développement s'est fait, on ne revient pas en arrière d'une certaine façon. Exactement. En même temps, si effectivement, on était pressé, je ne savais pas que les psychiatres étaient pressés, mais par rapport à, par exemple, il y a 20 ans, sur le plan génétique, on a quand même de nombreuses choses qui se mettent en place, à la fois sur le plan diagnostic et effectivement plus modérément, mais c'est plus compliqué quand même. Le diagnostic, c'est quand même remarquable. C'est un des pans de la médecine qui a quand même le plus évolué. Pour le diagnostic, oui, mais pour la thérapie, voilà. Là, ça commence quand même, il y a des choses qui se font quand même. Les espoirs sont grands. C'est vrai. C'est ça, mais j'imagine que ceux qui sont connectés avec nous, ils ne peuvent pas connaître toutes les maladies rares qui potentiellement… donc ça, c'est très difficile pour eux. J'imagine qu'ils ne peuvent pas se mettre à jour sur toutes les maladies rares pour lesquelles éventuellement on commence à avoir des choses qui arrivent. Donc, c'est vraiment important d'avoir juste les petites clés qui leur permettent de dire là, il faut que je m'inquiète. Non, mais là, Julien a raison quand il insiste sur la partie de pathologies qui sont éventuellement traitables, parce qu'il y a quand même 2 types de diagnostics qu'on peut faire très précocement. Moi, je m'intéresse singulièrement à cette thématique. Dans les troubles du spectre de l'autisme, il y a, on va dire, peut-être 2 doigts de la main, enfin 2 mains de maladies traitables, mais par contre, il vaut mieux les chercher. Souvent, c'est des maladies neurométaboliques. C'est plus important dans les troubles du développement intellectuel, hein, où on en a une petite soixantaine, 70 qui sont traitables et qui sont détectables. Alors, il y en a 50 qui sont détectables très facilement et 50 autres qui sont détectables à haut coût. Donc, ça vaut le coup et c'est toujours important. Ce n'est pas une urgence absolue, mais c'est toujours important malgré tout, dans le cas de troubles du neurodéveloppement, de ne pas oublier cette dimension de recherche de maladies. Ce n'est pas simplement pour du conseil génétique, pour éventuellement, si les gens veulent avoir des enfants, d'autres enfants, ou si les gens qui sont malades veulent avoir des enfants eux-mêmes. Mais c'est parce que, malgré tout, dans un petit nombre de cas, il ne s'agit pas de donner des faux espoirs, il y a un certain nombre de maladies traitables et que, exactement la même chose que pour la thérapie génique, en tout cas pour les maladies neurométaboliques, c'est très clair. Si on les traite dès le début, avec des diagnostics qui sont parfois pas faciles, et bien évidemment, ça marche mieux parce que trop tard, le mal est fait, d'une certaine façon. Hein. Le développement cérébral a ceci de particulier qu'il est, c'est une marche en entraîne une autre. C'est-à-dire que c'est en s'appuyant sur la marche précédente qu'on monte la suivante et que donc si on n'a pas fait la précédente, après c'est trop tard. Difficile. Je rajouterais juste que vraiment, vous n'avez pas besoin de faire un examen neurologique complet. Il y a 2-3 choses à savoir. Et
laisser des enfants, mettez ce que vous avez trouvé ou pas trouvé. Moi, je ne vais pas réagir de la même manière. Si vous me dites, moi, vous voyez un nourrisson, je ne retrouve pas ses réflexes, je suis inquiet, je vais le voir dans les 15 jours, vous voyez, ou peut-être même dans la semaine. Si j'ai aucun élément sur le plan de l'examen neurologique, ben, je vais être bien en difficulté de savoir si je peux me laisser 3 mois pour le revoir ou s'il faut vraiment que je m'inquiète. Et ça, pour nous, c'est vraiment des éléments très utiles. Vous n'avez pas besoin de m'en mettre trois pages. C'est juste 2-3 éléments. Et clairement, nous, ça nous aide clairement. Ça nous aide. Bonne information, parce qu'effectivement, parfois, on hésite à adresser en se disant, là, il va falloir que je fasse un courrier de 3 pages, sinon il ne va pas me le prendre. Non, c'est une page de 2-3 éléments cliniques, c'est tout, ça suffit. On a un autre participant qui manifestement a une question, probablement pour Julien encore, sur la marche, sur la pointe des pieds. On va lui ouvrir le micro. Il y a un petit côté comme à la télé, tu sais, quand tu es en train d'attendre, tu meubles, on est en train d'ouvrir le micro à la régie. Mais sinon, on est vraiment ravis, on est tout à fait dans les temps. Est-ce que je peux répondre à la marche sur la pointe des pieds? Tu peux. Parce que j'étais en train d'écrire, mais c'est vrai que c'est un peu long. Donc la question, c'est, peut-être c'est la même personne, sur les autistes qui marchent sur la pointe des pieds, est-ce que c'est dangereux? Il y a un risque de rétraction, ça c'est sûr. Donc, ça peut être intéressant d'essayer de proposer de la kiné sur un objectif assouplissement du triceps, du mollet. Sauf que certaines fois, c'est pas possible parce que les enfants c'est tellement compliqué dans l'abord du rééducateur avec eux que c'est pas possible. Donc, si c'est possible, tant mieux pour entretenir la souplesse du mollet. Si c'est pas possible, ça sert à rien. Qu'on peut essayer aussi après de positionner le pied en mettant des petites attelles la nuit, mais il faut que l'enfant il le supporte. Et que quand on en est, bon, des fois, ils n'ont pas de rétraction, hein, ça passe comme ça, voilà. Et que par contre, quand on en est au stade de la rétraction, et ben, très souvent, on ne peut pas faire les mêmes propositions thérapeutiques que les autres. On a essayé, nous, hein, les toxines botuliques, ça peut marcher, mais en fait, ils vont se remettre tout de suite à marcher sur la pointe des pieds, donc ça va revenir. La chirurgie aussi, on l'a déjà fait aussi, ça ne marche pas. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a des gens qui se plaignent des délais à la plateforme nantaise. En sachant que toute situation est différente. Et je veux dire que là encore, le regard croisé, c'est important. C'est-à-dire que dans des questions comme cela, c'est souvent avec plusieurs avis de gens qui se connaissent qu'on arrive à déterminer quelque chose. Et puis, la relation avec les parents, dans tous les cas, c'est important. Et tout à l'heure, on parlait de génétique, par exemple. Il n'empêche qu'au niveau de la pratique pédiatrique de terrain, eh bien, ça a modifié beaucoup de choses. Par exemple, donc, il y a une dernière question à 59, mais qui va être facile à faire. C'est est-ce que vous pouvez m'envoyer le PowerPoint du docteur Durigneux? Non, puisque en fait, on va surtout, vous aurez la vidéo, puisqu'on a enregistré, à moins que vous puissiez avoir un contact direct avec Julien et qui vous envoie son PowerPoint. Mais voilà. Vous avez mon mail. Oui. Voilà, vous avez son mail, donc allez avec lui, mais sinon vous aurez en vidéo, c'est bien, on peut faire la cuisine en même temps, c'est pratique. Pour vraiment garder le temps, 13h59, c'est le deal de ce truc, c'est vraiment 13h, 14h, comme ça, on est tous bien. Il me reste à vous remercier de votre participation. On est vraiment ravis de pouvoir vous proposer ce cycle de webinaire, parce que c'est un cycle. Le prochain a lieu le 30 juin. Et il concernera les troubles du langage oral et nous aurons le plaisir d'accueillir nos camarades du centre de ressources troubles du langage et des apprentissages, dont le leader est le professeur Arnaud Roy. Une dernière petite question à répondre et il nous reste à vous remercier et à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas comment ça marche, si on se déconnecte comme ça. On se dit au revoir alors. Au revoir. C'était un plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. 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 68% de satisfait, c'est bien. Bon. Est-ce qu'il faut qu'on